J'espère que vous êtes confortablement installés parce qu'il se peut qu'au mois d'avril, j'ai vraiment beaucoup lu. Mon rythme de lecture repart et j'ai pas mal de choses à vous dire. Clairement, pas mal de choses à vous dire. Il n'y a pas forcément que du bon, il y a aussi du très mauvais, mais il y a quand même du très très bon. Hello mes petits érudits, c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Celui-ci sera sur mes lectures du mois d'avril et je suis, à vrai dire, vraiment satisfaite de ce mois en termes de quantité de lecture. Niveau qualité, vous verrez, il y a du bon, il y a du moins bon, mais bon, ça c'est comme tous les mois. Il y a des coups de cœur et aussi quelques abandons. Je ne vais pas m'en cacher, je vais vous dire que certains titres ne m'ont pas du tout convaincu. Je vous expliquerai pourquoi, mais pas forcément en rentrant dans les détails pour les abandons. Toutefois, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment le meilleur moyen que vous avez pour soutenir mon travail et celui de tous les créateurs que vous aimez suivre au quotidien. Je vais commencer par vous parler de quelques chiffres, notamment parce que j'ai lu 15 livres au mois d'avril. Alors vous allez me dire, mais avant tu lisais peut-être un peu plus que ça. Oui, mais bon, si avant je me fiais en termes de quantité au nombre de livres, aujourd'hui j'ai décidé de me fier au nombre de pages parce que je pourrais lire 100 livres de 10 pages et 5 livres de 1000 pages, la proportion serait pas forcément la même, vous voyez ce que je veux dire. Sur ces 15 livres, au total, ça fait 7326 pages lues. Alors, merci l'audio. Franchement, quand vous travaillez, que vous êtes occupé, que vous vous baladez, l'audio, ça me sauve la vie. Je suis la lectrice qui adore switcher sur les formats de lecture, alterner entre l'audio, le papier et tout ça. Et donc, forcément, ça permet de faire gonfler ses stats. Bien entendu, ces chiffres ne me concernent que moi. Je sais très bien qu'on n'a pas tous la possibilité de lire autant ou qu'on n'a pas tous la même vitesse de lecture et c'est totalement ok. Il y a eu des mois où j'ai beaucoup moins lu et personnellement je l'ai vécu assez mal, mais je sais pourquoi je l'ai vécu assez mal et je sais qu'on a chacun notre rythme. Il y en a qui vont me dire j'ai lu un livre ce mois-ci, et déjà avoir lu un livre c'est déjà excellent. Comme je le dis, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes impératifs, on a parfois aussi plusieurs passions. Et donc il faut arriver à trouver le temps de tout concilier et ce n'est pas toujours possible. Sur ce trêve de blabla, je vais commencer par vous parler d'une lecture que j'ai abandonnée. Non, en fait je l'ai lu complètement, mais je l'ai complètement détesté. Je n'ai plus le livre en ma possession, je vous l'ai fait gagner en concours sur Instagram. Il s'agit de La Cour des Ombres de C.N. Crawford, publié chez Corrigan, que j'avais reçu en service de presse. Et ce livre, je l'ai vraiment détesté. Je lui ai mis 1 étoile sur 5. Et autant vous dire que 1 étoile sur 5, ça ne m'est jamais arrivé de mettre une aussi mauvaise note à un livre. Je l'abandonne avant. Là, je me suis dit, allez, tu ne vas pas l'abandonner et tout ça. Et je l'ai fini, hein, ça se lit vite. Mais c'est le seul point positif que je pourrais dire. Je crois que j'ai mis 1 étoile tout simplement parce que les autrices ont écrit le livre. Après, toutefois, si vous avez aimé ce livre, tant mieux pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Pour moi, cette lecture a été un véritable calvaire. Il est noté à partir de 12 ans, ce livre. Je ne comprends absolument pas pourquoi, au vu du nombre de scènes qui sont quand même assez spicy, mais aussi parce qu'il y a des citations plus que moyennes, avec un oncle qui communie avec la terre grâce à ses parties intimes. Et cela en moins de 50 pages de lecture. Ok, vous allez me dire. Voilà, donc en soi, cette lecture était vendue comme une romance dans un monde de fantasy avec de la magie, des failles, des combats, avec une héroïne qui rentre dans une école, qui va être formée par un espèce de garde de l'école et qui doit récupérer une relique pour pouvoir aller sauver sa meilleure amie. Voilà un petit peu comment on nous avait vendu ce livre, mais pour moi ça a été une très grosse déception. J'ai trouvé que le côté Dark Academia il était quasiment inexistant. L'oncle pervers, n'en parlons même pas. On a un humour qui est pipi caca,
clairement. Et je les avais notés pour ceux qui étaient présents lors de ma lecture du live Twitch pendant les sessions Read With Me. Vous savez à quoi je fais référence. Voilà, j'ai trouvé les personnages fades, enfin bref. Si j'essaie toujours de vous donner du positif dans une lecture, bah pour celui-ci, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment du mal et je ne pense pas pouvoir être objective parce que ce livre m'a donné de l'urticaire. Après avoir eu cette énorme déception, heureusement, j'ai lu une lecture de qualité que j'ai adorée en lecture commune. Il s'agit de L'Héritier Insoumis, le tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, que j'ai adoré. J'ai pas eu un coup de cœur comme pour les 2 tomes précédents, mais ça a été une très très bonne lecture. On est vraiment dans une romantaisie avec de l'espionnage, de la guerre, un côté politique qui se développe beaucoup plus par rapport aux 2 premiers tomes de la duologie. Dans cette histoire, on suit 2 autres personnages. J'ai pas envie forcément de vous donner les noms de ces personnages parce que si vous n'avez pas lu la première duologie, bah il se peut que je vous spoil certains éléments de l'intrigue de cette première duologie et ce serait totalement dommage. Toutefois, malgré que on peut se dire j'arrête la duologie au tome 2 du Pont des Tempêtes et d'autres se disent bah c'est sur d'autres personnages, bah je vais prendre la deuxième duologie, je lis pas la première duologie. Si c'est le cas, vous risquez d'être perdu parce que on a un univers qui se développe dans ce tome là en parallèle du tome 1 et du tome 2 de la première duologie, ce qui fait que vous allez revoir les personnages de la première duologie, mais avec un autre point de vue. Vous allez un peu revivre la même histoire, tout en ayant plein de nouveautés, et c'est ce qui va faire que le récit va s'enrichir au niveau de l'univers, au niveau de la politique, parce qu'on ne va pas être forcément du même côté que certains personnages, parce qu'on va voir un petit peu l'envers du décor, on va découvrir d'autres contrées, d'autres fonctionnements au niveau des différents royaumes, et ça va soulever de nouvelles intrigues en plus des intrigues qui existaient déjà. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire en termes d'univers, je vous conseille d'aller voir mes vidéos où je vous parle de la première duologie parce que j'ai pas forcément envie de prendre le risque de vous spoiler par ici. Ce que j'ai apprécié dans cette lecture, c'est les descriptions que j'ai trouvées vraiment très visuelles. J'ai adoré le principe narratif que je trouve original avec la chronologie qui reprend en parallèle des 2 autres tomes. Toutefois, si j'ai adoré, j'ai trouvé que ça avait aussi un petit côté négatif. C'est-à-dire que ce procédé narratif, à mes yeux, avant la fin du tome 2 où on a des choses totalement différentes, quand vous revivez certaines scènes mais par d'autres personnages, bah ça amoindrit un petit peu le suspense, si vous voyez ce que je veux dire, et ça c'est le point négatif. Après je me dis ce qui aurait pu être intéressant pour l'auteur, c'est d'écrire son histoire avec plein de personnages et faire par exemple le premier tome avec ce qui se passe dans ce tome là avec le premier tome et ainsi de suite, et que ce soit un principe narratif comme on pourrait retrouver dans beaucoup de fantasy où on a 5-6 personnages et on saute de point de vue. Ça aurait été intéressant pour pas qu'on ait ce petit côté suspense amoindri tout en ayant tous les points de vue et la richesse de l'univers. Toutefois, ça aurait rendu l'histoire un petit peu moins accessible, alors que là on est dans une romantaisie. Si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantasy assez intense, de la ice fantasy, bah au moins celle-ci elle est accessible pour tout le monde, et ça c'est le gros point fort. Donc vous voyez, ce qui est pour moi un peu négatif et un peu positif se regroupe en fonction de comment on veut vivre l'histoire, et voilà. Mais ça a été vraiment une très bonne lecture au point de vue de l'univers. Par contre, j'ai un peu moins accroché à la romance, et je pense que c'est aussi ce qui fait que je l'ai un peu moins aimé que la première duologie, malgré que ce soit une très bonne lecture. Il y a les passages avec les personnages de la première duologie qui m'ont totalement fait vibrer. Voilà. Il y a un personnage en question qui me plaît beaucoup, mais je pense que vous le savez. Enfin bref, j'ai très hâte de lire la suite de l'univers, parce que je pense que ce qui va se passer dans le tome 4, on a aucune idée de là où ça va nous mener. J'avais reçu il y a quelques temps une petite comédie romantique en service de la presse de la part des éditions Bookmark. Il s'agit de Pour le meilleur ou pour le pire de R.S. Gray. Et
J'ai adoré, ça a été une lecture 5 étoiles, je l'ai dévoré en quelques heures, mais en fait ça me fait ça à chaque fois que je lis une comédie romantique de R.S. Grey. Pour moi c'est vraiment l'autrice qui sait me faire rire, qui sait me rendre addict à la rom-com, alors que la comédie romantique c'est pas forcément ce que je préfère. J'aime bien quand il y a du drame, quand c'est un peu pesant, quand c'est un peu lourd, et là c'était léger, c'était fun. On est dans une histoire avec un mariage arrangé, un petit côté proximité forcée, un millionnaire, voilà, une héroïne qui est fan des arts mais qui est complètement déjantée. C'était très 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 rigolo. Elle, pour sauver sa famille, en fait, elle va être contrainte d'épouser Walt Jennings, qui est milliardaire, mais c'est aussi une personne qui est proche de l'entourage de la jeune femme, parce que leurs familles se sont toujours côtoyées un petit peu pour les affaires. Sauf que l'épouser, ça veut dire qu'elle sauve un petit peu sa famille de la misère, qui a un petit peu fait n'importe quoi avec son argent. Elle ne veut rien avoir avec l'argent de papa-maman, c'est quelque chose qui l'irrite tout au plus, mais voilà, elle va céder un petit peu à la pression familiale. Et si ce mariage était soi-disant une bonne idée, ils continuent à faire leur vie de chacun de leur côté, on va dire qu'elle va se retrouver dans une situation où elle va devoir emménager avec lui. Ils vont devoir faire un deal. Et de ce fait, ce faux mariage pourrait prendre une toute autre tournure. Voilà, on a une histoire qui est quand même assez classique, avec un trope vu et revu, mais qui est super bien amené. C'est très addictif, ça se lit avec énormément de facilité, c'est sans prise de tête. Le récit, il est sans surprise, il n'y a pas forcément de suspense, mais il y a des ingrédients qui fonctionnent, avec les joutes verbales, avec des petites scènes cocasses, des quiproquos, il y a de l'émotion, et il y a surtout la psychologie des personnages est bien faite, et il y a de la tension entre eux, et c'est tout ce qu'on demande quand on lit une comédie romantique, quoi. L'alchimie, je la trouve dingue entre Walt et Elizabeth, elle prend le temps de se développer, on est dans quelque chose d'assez slow burn, on sent vraiment les liens se créer alors qu'au début ils pouvaient pas se piffrer. C'est le genre de comédie romantique que j'adorerais par exemple regarder en film pour passer un moment et me détendre. J'ai rien à redire concernant le négatif concernant ce livre, puisque hormis qu'il n'y a pas énormément de surprises et qu'il n'y a pas de suspense, pour moi tous les ingrédients fonctionnent. Donc voilà, surtout que les personnages, je me suis vraiment attachée à eux. Elisabeth, c'est une jeune femme qui est incroyable, qui a la joie de vivre, qui a une grosse fibre artistique, et moi et tout ce qui est artistique, c'est quelque chose qui me touche personnellement, étant donné que j'adore ce domaine-là. Elle est géniale, elle est généreuse, elle est drôle, voilà. C'est difficile de pas passer un bon moment en sa compagnie. Walt, c'est vraiment le cliché. Le mec qui pense qu'au travail, et pourtant, il est tellement choupinou ce petit Walt, plein de bonnes attentions, enfin bref, R.S. Grey pour moi, c'est un sans faute. J'avais adoré la plume de Ariel Halls avec La princesse sans visage, et donc je me suis dit que ce serait sympa de découvrir Runborn, que j'ai reçu en service de presse de la part des éditions Gulfstream. Alors on est vraiment dans une dark fantasy young adulte sous fond de mythologie nordique, et j'ai passé un bon moment, mais sans plus. J'ai quand même été assez déçue, mais ce n'est pas parce que la plume est mauvaise, bien au contraire. La plume de Ariel Halls, elle est belle, elle est poétique, elle est très agréable à lire, elle est visuelle, enfin j'ai rien à reprocher à la plume, c'est plutôt dû au personnage. Vous allez me dire, mais Johanna, tu commences à donner ton avis, mais tu nous dis pas vraiment de quoi ça parle. Alors on va suivre Tyr, qui est un Runborn. Il est né avec la marque d'une rune sur lui, et cette rune fait que il est lié à un dieu. Il faut savoir que les dieux nordiques, ils ont été oubliés, et que si Tyr, il ignore tout de son héritage, il va découvrir avec ses amis ce qu'il est réellement, et ils vont devoir soit rassembler les autres jeunes qui sont comme lui pour pouvoir ramener les dieux, soit les détruire pour réunir les 24 runes qui ont été séparées dans le monde. Voilà, en gros, le résumé est vraiment flou, mais
faut dire que j'ai un petit peu tout oublié de cette histoire, hormis que la mythologie nordique, qui est une mythologie que j'adore, elle a une place centrale dans le récit, notamment via tout ce qui est divinité. On a un champ lexical et des traditions nordiques qui sont superbement bien décrites. On a beaucoup d'actions, on suit les différentes rivalités entre les différents clans, on suit les trahisons, on suit la quête de nos héros. Enfin voilà, il y a plein de choses positives à dire sur ce roman. Toutefois, j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage, ce qui fait que j'ai pas réussi à m'immerger dans le récit. Vous savez, je vous le dis tout le temps, je suis une lectrice qui a besoin de s'attacher au personnage pour pouvoir vivre une histoire, quelle qu'elle soit, qui est de la romance, qui est pas de romance. Si je suis attachée au personnage, ça le fera. Si jamais, en fait, les personnages me laissent hermétique, je ne matche pas avec le récit et je lis comme si je ne comprenais rien. Je pense que ce livre, il pourra plaire à beaucoup, honnêtement, surtout dû à l'action, surtout dû à la mythologie, mais de mon côté, j'avais des attentes beaucoup plus importantes que cela et elles n'ont pas été comblées. J'avais reçu un service de presse Mien sera la nuit de Léanor Lark, publié chez Addictesi, une petite histoire de vampirisme. Dans cette histoire, on va y suivre Alasdair, un jeune homme qui appartient à un coven de sorcellerie, mais lui n'a aucun pouvoir. Il faut savoir que ce sont souvent les femmes qui héritent de pouvoir, ou il y a certains hommes qui ont du pouvoir, mais beaucoup moins que les femmes, et lui, il a hérité de rien du tout. Donc, de ce fait, il essaie de se montrer utile au sein de ce coven de différentes façons, de se faire remarquer, et un jour, il va descendre dans une espèce de crypte où il y a des cercueils. Il va trouver l'idée très intéressante d'ouvrir un cercueil, de récupérer la personne qui se trouve à l'intérieur et de la ramener chez lui. Sauf que cette personne, ne sait pas qui elle est et tout ça. Elle est endormie, il se doute pas, puis un jour, il va avoir des copains à lui, sa sœur, qui vont arriver, ils vont discuter et ils vont lui dire mais t'as essayé de lui donner ton sang ou quoi que ce soit, et lui va se dire ah ce serait intéressant, je vais réveiller cette madame en lui donnant mon sang, et il s'avère que ça a marché. D'où est-ce que c'est une bonne idée mon gars? Voilà, et donc suite à ça, il va découvrir Grimm, une reine vampire qui avait été justement scellée avec toute sa famille par le coven de sorcellerie auquel il appartient. Et notre cher Grimm va essayer de retrouver sa famille, de comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé tout en s'adaptant aux mœurs modernes. Et Alasdair va vraiment s'attacher à notre très cher Grimm. J'ai trouvé que cette romantésie avait plus des vibes d'urban fantasy qui va mêler l'humour, le destin, la magie, la romance et la modernité du monde. Il y avait vraiment tous ces ingrédients-là qui étaient réunis. J'ai trouvé Alasdair et Grimm hyper attachants. Nos personnages, ils sont sympas, ils ont de la personnalité. J'ai passé un très bon moment avec eux. Et on a une double temporalité dans l'histoire qui nous montre un petit peu le passé de Grimm, son vécu, qui s'est passé auparavant, qui fait écho avec le présent à travers divers flashbacks, et ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Toutefois, ce qui m'a gêné, c'est qu'on est quand même sur du vampire assez doudou, assez peu sanglant, et je trouve que ne serait-ce qu'après son réveil, notre très chère Grimm, elle se maîtrise un peu trop facilement, quoi. On pourrait dire, la nana, elle a été enfermée pendant 4 siècles, elle est réveillée, elle ferait un bain de sang, quoi. Mais non, pas du tout. Voilà, ça c'est un petit quelque chose qui m'a dérangé. L'autre petit point, mais j'ai remarqué que c'était vraiment inhérent à la collection Romantasy de chez Addictesi. L'univers, il est assez peu développé. Et en même temps, c'est un one-shot. Est-ce vraiment étonnant? Je ne suis pas sûre. Je reste dans la thématique du vampirisme avec l'Empire du vampire de Jack Christophe. Oui, j'ai enfin terminé cette lecture. C'était un livre qu'on avait attaqué en lecture commune sur le Discord au mois de février, mais j'étais pas du tout dans le bon mood pour le lire, ce qui fait que je l'ai traîné sur plusieurs mois, et je pense que ça a grandement impacté mon ressenti lecture. Dans cette histoire, il fait tout le temps nuit. Il y a 27 années qui se sont écoulées, et depuis, le jour a disparu. De ce fait, il y a les vampires qui ont fait la guerre à l'humanité et qui vont construire un petit peu leur empire éternel. Aujourd'hui, les humains ne vivent plus du tout dans la sérénité. Et c'est là que on va découvrir les seins d'argent.
On va y suivre Gabriel de Léon qui a suivi une formation, on allait le chercher, qui fasse partie des Saints d'Argent. Dans une espèce d'église, ils vont être formés pour pouvoir se venger et tuer les vampires et peut-être rétablir la lumière et sauver l'humanité. Il faut savoir que les Saints d'Argent sont des êtres assez particuliers parce qu'ils ne sont pas totalement humains, mais ils ne sont pas vampires non plus. Ils ont du sang des deux. Dans cette histoire, on y suit Gabriel qui va donc, après sa formation et multiples péripéties, à la recherche notamment d'un certain Graal, sera emprisonné par un des êtres qu'il combat et qu'il a juré de détruire. Notre très cher Jean-François, un vampire assez particulier. Et c'est là qu'on va être plongé dans une ambiance assez pesante et mélancolique qui vont vous émerger au sein des histoires de Gabriel. On a une narration qui est hyper originale parce qu'on va voguer entre différentes époques, mais surtout on va suivre Gabriel qui relate sa propre histoire à notre vampire Jean-François. Le récit se développe sous une forme de conversation entre le présent, le passé, et c'était vraiment très sympathique. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce procédé et je crois que c'est la première fois que j'en vois un dans une histoire. Après, il y en a sûrement d'autres des procédés narratifs comme celui-ci, mais c'est le premier que je lis en tout cas. Il y a à travers les paroles de notre très cher Gabriel qui raconte son histoire, beaucoup d'actions, beaucoup de révélations, de questionnements, de retournements de situation qui personnellement m'ont tenu en haleine. Je me suis posé énormément de questions et on a un univers qui est hyper riche, hyper bien construit. C'est très dense par contre, c'est une histoire qui vous demande de la concentration et c'est en cela où je pense que je n'ai pas lu le livre au bon moment parce que je n'arrivais pas à me concentrer, donc ce qui fait que j'ai loupé plein d'éléments de l'histoire et que je finissais par me perdre dans ma lecture. Et je pense qu'il y a plusieurs ellipses narratives qui m'ont perdu justement encore plus dans cette histoire et qui m'ont sorti du récit parce que je savais plus à quel moment au niveau chronologiquement on était dans l'histoire. Entre l'alternance du présent et l'évolution du récit raconté par Gabriel, parce que des fois quand il raconte son récit on peut être un peu plus en avant ou un peu plus en arrière dans la chronologie et faut être attentif pour pouvoir cerner toutes ces petites subtilités. J'ai beaucoup apprécié les personnages, notamment celui de Gabriel, parce que c'est un personnage qui est vraiment nuancé, qui est attachant et on sent qu'il porte le poids du monde sur ses épaules, on sent qu'il a un vécu qui est assez lourd et que c'est un personnage qui a beaucoup à apprendre. Et on a des héroïnes dans cette histoire qui sont très fortes, qui sont très intéressantes. On a également de la représentation LGBTQI+, on a beaucoup de nuances dans les différents caractères. On sent que les personnages ne sont pas tout blancs, ne sont pas tout noirs. On a vraiment des personnages qui sont nuancés de gris et ça c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Pour moi ce premier tome il est vraiment introductif, il va vous poser les bases d'un monde où l'espoir disparaît peu à peu et je suis très curieuse de découvrir le second tome. Toutefois, je sais qu'en ce moment je suis un peu la nana distraite par le moindre bruit, par le moindre chose, donc je le lirai quand ma capacité de concentration sera au maximum pour l'apprécier encore plus que celui-ci. On part sur quelque chose d'un peu plus léger avec Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. C'est un petit cadeau de ma petite Didi. Merci encore pour ton cadeau Didi. Alors, il s'agit ici du tome 2 des Seasons de Morgane Moncomble. Donc on a le tome 1, Un automne pour te pardonner, qui est sur un couple de personnages. Ici on a Un hiver pour te résister qui est sur un autre couple de personnages. Vous avez Un printemps pour te succomber qui est d'ores et déjà disponible et va y avoir un autre tome qui sortira sûrement cet été. Chacun de ces tomes peut se lire également de manière totalement indépendante, ça ne gêne en rien l'histoire. On est ici sur une romance qui se passera dans le milieu du patinage artistique et j'ai adoré. Personnellement, j'ai beaucoup préféré Un hiver pour te résister à Un automne pour te pardonner, tout simplement parce qu'on retrouve les codes de la romance, alors que dans Un automne pour te pardonner, on avait les codes de la romance mélangés un petit peu à ceux du thriller. Et il faut dire que je ne suis pas du tout une lectrice de thriller, donc c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie. On y suit Lily dans cette histoire qui est vraiment une star montante du patinage artistique, mais il faut savoir que elle fait du patinage
patinage en duo. Son duo masculin est actuellement blessé et en convalescence. Il ne pourra donc pas reprendre le patinage tour de suite, sachant que elle a qu'un objectif, c'est pouvoir continuer et remporter la médaille d'or au championnat mondial. C'est vraiment son rêve depuis toute petite, donc elle va devoir rencontrer son nouveau partenaire, et quand on lui dit qu'elle va devoir patiner avec son idole de toujours, Orion, pour elle c'est la joie, mais elle va vite déchanter parce que Orion, il est maudit, du moins c'est ce que croit. Il a eu plusieurs partenaires, des partenaires qui aujourd'hui sont out parce qu'elles ont été blessées, et de ce fait il se pense fautif, il pense qu'il porte malheur, donc il va essayer de tout faire dans son comportement pour faire fuir Lily afin qu'elle ne soit pas blessée, et il va se faire détester par la jeune femme. Et donc on va suivre vraiment ces deux personnages, mais attention, Lily elle est têtue. Elle est téméraire et elle va tout faire pour éprouver la patience d'Orion pour pouvoir patiner jusqu'au bout et notamment jusqu'au championnat. Et pour qu'ils s'entendent un peu mieux, il se peut que leur manager ait décidé qu'ils devaient vivre sous le même toit, histoire de tisser des liens, créer une alchimie pour pouvoir arriver à remporter cette fameuse médaille d'or. Alors personnellement, j'adore l'atmosphère du patinage artistique et je l'ai trouvé vraiment hyper immersif dans les discussions et les dialogues de ce récit. Alors, il faut savoir que Morgane Moncomble, elle le dit au début, il se peut que beaucoup d'éléments au niveau du patinage artistique aient été modifiés. L'atmosphère n'est pas retranscrite à l'exactitude. Il y a peut-être des choses qui vont différer, et si vous vous y connaissez en patinage, ça peut peut-être vous déranger. Moi, personnellement, je ne connais pas ce monde, hormis ce qu'on peut voir à la télé ou autre, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui a pu me titiller. On a le côté enemies to lovers dans cette romance, et c'est un trope que j'aime beaucoup, ne nous le cachons pas, hein, soyons honnêtes. Et ce petit trope m'a beaucoup fait rire au fil des péripéties et des joutes verbales entre les personnages. Il faut dire qu'on a deux protagonistes avec énormément de caractères qui ne marchent pas leurs mots ni leurs différentes actions. Ce roman, il comporte des thématiques très fortes qui vont être abordées avec sensibilité, mais ça, je pense que vous le savez si vous lisez du Morgane Moncomble. C'est une autrice avec une plume très sensible, une plume qui vous fera ressentir énormément d'émotions au fil de l'histoire. Pour moi, il y a quand même un petit point négatif dans ce tome, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont s'enchaîner, et peut-être un peu trop vite pour qu'il soit crédible, si je peux dire ça comme ça. Je peux pas vous dire en quoi consistent ces problèmes, parce que je vous spoilerai totalement l'histoire et l'intrigue de cette romance, donc ce n'est pas le but. Mais si vous avez lu l'histoire, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, et ça m'a un petit peu gênée. J'ai clairement du coup préféré ce second tome au premier opus des Seasons de Morgane Moncomble, et j'ai à présent hâte de pouvoir avoir l'occasion de m'acheter, ce sera pas pour tout un printemps, de succomber. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire cette romance dystopique, mais j'ai jamais eu le temps de la sortir de ma pile à lire, et j'ai profité de mes demi-vacances pour le faire avec The Perfect Match de Lila Mars, qui a été un coup de cœur. Clairement, ça a été un coup de cœur, j'ai vraiment adoré. J'ai lu en ce début de mois le tome 2, qui est une très bonne lecture, un petit peu en dessous du tome 1, mais une très bonne lecture quand même, mais je vous en parlerai le mois prochain du coup du tome 2. Dans The Perfect Match, on est au 22e siècle, et il faut savoir qu'il y a une application, ou plutôt des tests scientifiques au niveau sanguin qui sont effectués pour trouver son âme sœur. Cela évite les divorces, cela évite les conflits familiaux, pour éviter que les enfants souffrent et tout ça, et qu'on se retrouve dans une société soi-disant dysfonctionnelle. Tout le monde est heureux, et surtout la natalité est préservée. Sauf que vous vous doutez que cela va poser beaucoup de problèmes, et Elliot, elle est amoureuse d'Ashton. Ashton, c'est celui qui l'aide à tenir dans ce monde compliqué depuis la disparition de son père. Et quand ils vont faire le test pour savoir s'ils ont droit de vivre leur histoire d'amour au moment où ils sont en âge de se marier, parce que oui, il y a un âge type pour se marier dans cette société dystopique, elle va s'apercevoir qu'en réalité, ils ne sont pas compatibles, et qu'elle est compatible avec le grand frère de celui-ci à 98,8%. C'est un pourcentage inédit, un pourcentage
qui fait que leur relation va vraiment être mise sous le feu des projecteurs et elle, si elle est prête à se battre pour sa relation, il se peut que cela ne soit pas le cas des deux côtés. Donc elle va devoir emménager avec Isaac, le grand frère d'Ashton, elle va devoir apprendre à le connaître et surtout tous les deux qui ne sont pas du tout d'accord avec cette façon de faire dans la société et qui ont tous les deux souffert de ces tests scientifiques, vont conclure un accord pour jouer le jeu devant les caméras, jouer le jeu devant les psychologues devant lesquels ils vont devoir passer, jouer le jeu à l'extérieur, mais quand ils sont ensemble, ils ne sont absolument pas un couple. Voilà en gros un petit peu pour cette atmosphère de l'histoire. Et personnellement, ce mélange de dystopie et de romance m'a totalement absorbée. Je l'ai trouvé incroyable. Je vous montre le papier, mais je l'ai écouté en audio et c'était... waouh, c'était immersif. J'ai trouvé qu'il était très difficile de rester insensible à cette histoire au vu des sujets abordés qui font vraiment réfléchir sur l'amour, sur la famille, les enfants, le bonheur et la diversité sous toutes ses formes. Parce que on se rend compte que les gens n'ont plus aucun libre arbitre. Est-ce normal? Les gens ne font plus leurs propres expériences parce qu'une fois que l'application décide certaines choses, eh ben, ils ne sont plus libres de leurs faits et gestes parce que sinon c'est aller contre la société, contre le gouvernement. J'ai adoré le côté rébellion de nos personnages qui veulent faire évoluer la société, qui se recherchent eux-mêmes et même si on devine par avance l'avancée de certaines révélations ou de certaines relations, et ben c'était quand même passionnant de voir le cheminement se faire dans la tête de nos personnages. Les personnages sont un petit peu jeunes. Ok, ils peuvent être un peu agaçants, ils peuvent manquer un peu de maturité, mais justement j'ai trouvé que c'était ça qui était intéressant parce qu'on les voit évoluer et essayer de comprendre leurs émotions et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre leurs péripéties, à suivre leur évolution psychologique tout simplement. Après il y a certaines scènes qui à mon goût sont vues et revues. Et les changements d'état d'âme de certains personnages ont été un petit peu exaspérants, mais je pense que c'était totalement voulu dans l'histoire. Concernant les personnages, il y en a beaucoup moins aimés, il y en a que j'ai adoré et tout ça, mais je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment sans prendre le risque de vous spoiler l'histoire. Il est temps de vous parler de ma meilleure lecture du mois d'avril. Il s'agit du Porteur de mort de Angela Arkin, une dark fantasy que je voulais découvrir depuis très longtemps et que je lis en lecture commune sur le Discord. Actuellement, on est en train de découvrir le tome 2 qui est encore bien meilleur que le 1. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez parler de cette saga avec nous. Ici, vous allez être dans une fantasy avec beaucoup de magie, des apprentissages et une histoire de confrérie et de famille qui est absolument passionnante avec un univers large. Si vous avez aimé par exemple l'Assassin Royal comme saga, vous allez adorer le Porteur de mort. Vous retrouverez vraiment les mêmes vibes. On va y suivre Saïs qui a 17 ans. Et il a été nommé pour intégrer une grande confrérie du royaume d'Asclépion et il va être formé par des Tenshin qui sont des êtres qui sont dotés de capacités assez particulières, des êtres qui ont une certaine immortalité du moment qu'ils ne sont pas tués. Et s'il accepte cette nomination, il pourra devenir un des plus grands guerriers du royaume, faire de grandes choses et surtout combattre une lourde menace qui possiblement arrive. Dans cette histoire, on ne suit pas que lui parce qu'on va suivre les péripéties de sa famille, mais surtout on va y suivre Naïs qui est sa cousine. Et c'est un personnage qui est vraiment très très pressant et qui a son point de vue dans l'histoire, un personnage qui est à ce jour un de mes préférés. Voilà, je peux pas vous en dire plus au niveau du récit, on est sur un premier tome qui est comme beaucoup de fantasy, sachant que celle-ci comporte 6 tomes introductives, mais une introduction mais qui est tellement passionnante. Attention, c'est une saga où vous allez souffrir, c'est une saga où vous allez rager, c'est une saga où vous allez espérer des trucs pas très nets. Oui. Ceux qui ont lu la saga ou qui la lisent avec moi, on sait de quoi on parle, hein, on se sait. On
on a une histoire incroyable. Alors ici, on n'a pas des chapitres dans le tome papier, on a divers cycles. Et ce qui est passionnant, c'est que chaque cycle permet d'introduire des personnages à différents moments de leur vie. Et ce qui fait que dans ce premier tome, on rencontre des personnages à un âge et à la fin de ce tome, ils sont à un autre âge et on voit vraiment l'évolution. On a différents points de vue, comme je vous ai dit, celui de Saïs et celui de Naïs. Et ces points de vue, ils sont vraiment passionnants et grâce à eux, on va voir l'ampleur de la richesse de l'univers qui va se mettre doucement en place. Mais si on a le point de vue de Saïs et Naïs, on a aussi des mystérieux points de vue. Et encore à la fin, on ne sait pas quelle incidence ils vont avoir, mais je suppose que ça va amener des choses, mais genre incroyables quoi. La famille à Morgan, donc c'est la famille de Saïs, elle est passionnante, tous ses membres sont incroyables. Clairement, j'ai été hypnotisée, captivée par eux. J'ai aussi, et dans ce tome, mais encore aujourd'hui dans le tome 2, beaucoup de questions liées à cette famille. La plume d'Angel Arkin, mais si vous l'avez lu en romance, mais en fantasy, elle est encore meilleure. Elle est addictive, elle est acerbe, elle pose une ambiance pour un univers qui est vraiment plein de promesses. Et comme je vous ai dit, la mise en place de cet univers m'a vraiment rappelé les sensations que j'ai eues avec l'Assassin Royal. Et par contre, au niveau des dialogues, au niveau du piquant, au niveau de l'aspect souffrance dans la lecture, bah ça m'a fait penser à la guilde. Et croyez-moi, c'est un très 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 bon compliment. Le jour où j'ai de la place, je pense que je fais une place vraiment comme pour celle-ci sur ma bibliothèque. Pour être un poil tatillonne, j'aurais juste aimé voir un petit peu plus en détail l'apprentissage de Saïs au sein de la confrérie. Voilà, c'est le petit truc que j'aurais aimé voir avec un peu plus de détails. Mais voilà, Saïs, lui, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Il est complexe, mais c'est un personnage qui a énormément de potentiel. Je suis vraiment curieuse de voir son évolution au fil des tomes parce que j'aime beaucoup sa façon de penser. J'aime beaucoup sa répartie, ses petits pics. Voilà, il a vraiment une réelle personnalité qui est piquante, justement. Naïs est vraiment le personnage que je préfère sur l'histoire. J'aime sa personnalité et je pense que elle va beaucoup me surprendre à l'avenir. Et comme je vous ai dit, il y a tellement de personnages hyper attachants que c'est juste incroyable. Franchement, ce premier tome est déjà une masterclass. Le second, je ne l'ai pas encore terminé, mais croyez-moi que c'en est une. Et respectez les découpages de la lecture commune. C'est une véritable torture. À chaque fin de lecture commune, je suis là. Non, je peux pas continuer un petit peu là. Enfin bref, lisez Le Porteur de Mort si vous aimez la dark fantasy. J'ai eu un abandon au mois d'avril. Il s'agit de The Hunter de L.J. Chen. C'est une autrice de romance qui pourtant habituellement match bien avec moi. Je passe toujours de très bons moments et là j'ai pas du tout accroché à The Hunter. Je pourrais pas vous faire un résumé de ce livre. Je vais vous dire cependant pourquoi je l'ai abandonné et pourquoi je l'ai tout de suite revendu en fait. J'ai pas voulu le garder. Je m'en suis séparée automatiquement. Tout simplement parce que notre personnage a un problème avec le sexe. Il est vraiment obsédé par celui-ci, il ne pense qu'à cela. Et il a des comportements avec les femmes qui dès le début ne m'ont absolument pas plu. C'était dès le début très vulgaire, très axé là-dessus. Et ça matchait vraiment pas avec le personnage. Alors je pense que l'histoire aurait pu avoir du potentiel, justement parce que notre personnage, faire une colocation avec une nana qui, elle, s'en fout un petit peu de tout ça, sa vie, et qui déteste ce gars-là. Et lui, il est obligé de se calmer parce qu'il a un petit peu les médias au popotin, quelque chose comme ça. Le résumé est très très fade. Pourtant, j'ai lu 60% du bouquin avant de l'abandonner. Hein. Mais je matchais pas du tout avec sa personnalité. Et au bout de 60%, je me suis dit, bah non, en fait, tu abandonnes cette lecture, c'est bon, tu vas pas t'infliger à lire un livre qui ne te plaît pas plus que ça. Et d'où le personnage te plaît pas du tout. Chez Nisha, etc., j'ai lu en service de presse Attracted de Marcia Meyers, qui est une petite romance assez sombre, mais pas trop non plus. On va dire que les thématiques sont pas faciles, où on va y suivre une jeune lycéenne, Sierra,
qui vivait auparavant en Italie avec sa famille et qui sont venus rejoindre le paternel qui bossait aux US en emménageant à Jacksonville. S'ils sont arrivés à Jacksonville et qu'ils ont quitté l'Italie, c'est parce qu'il s'est passé des choses très difficiles dans le passé de notre héroïne et suite à ça, elle reprend un petit peu sa vie à zéro, mais disons qu'elle n'arrive pas forcément à s'ouvrir aux autres. À la maison, il y a son frère qui a souvent sa bande de copains, ils sont plusieurs, ils sont très liés et c'est vrai que ils font partie limite de leur famille aujourd'hui. Dans cette bande, il y a Jaden qui est un peu plus réservé. Jaden va être assez intrigué par Sierra parce qu'il sent qu'elle cache de lourds secrets, mais Sierra elle est pas très rassurée en présence de Jaden et au fil des péripéties, au fil de l'histoire, il va vouloir essayer de casser un petit peu la barrière qu'elle met entre eux, comprendre pourquoi des fois elle arrive à être un peu plus elle-même avec certains mais pas avec lui, et voilà en gros pour l'aspect de la romance. J'ai passé un bon moment, mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dans l'histoire, tout simplement parce que je trouve un petit peu la plume maladroite, mais si on enlève le petit côté maladroit de la plume, qui est assez jeune, et c'est une plume qui, à mon avis, a du potentiel pour gagner en maturité et s'améliorer par la suite. J'ai adoré les thématiques traitées, j'ai adoré l'esprit Fun Family qu'on a avec le groupe d'amis, la famille, la prévenance qu'il peut y avoir entre certains personnages. On a envie de connaître tous les personnages en fait et on a envie de les voir évoluer, et moi c'est ce qui m'a donné envie de persévérer malgré mon début difficile avec cette histoire. Et surtout on a vraiment des notions de bienveillance, de respect, de consentement véhiculées dans le récit, et c'est quelque chose que j'aime voir dans mes lectures. Après, je vous ai dit, la plume, je l'ai trouvée un peu maladroite, mais j'ai aussi trouvé certains aspects au niveau de la psychologie incohérents. C'est-à-dire que notre héroïne, on apprend qu'elle a eu un vécu assez difficile, qu'elle a vécu des choses atroces, je peux pas vous dire lesquelles, et suite à ça, en fait, elle a certaines réactions avec certains personnages. On se dit, mais là tu réagis comme ça, ok, mais là, après là tu réagis comme ça, donc en fait, qu'est-ce qui se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé que c'était pas logique, voilà. Après, j'ai pas forcément un esprit très logique non plus, mais oui, ça m'a paru un petit peu incohérent. J'ai trouvé que ce roman, il était sympathique. Toutefois, j'avais été assez perturbée dans le sens où je m'attendais à ce qu'on voit le départ d'Italie de nos personnages, leur arrivée à Jacksonville et comment va s'instiller leur nouvelle vie. Sauf qu'on commence ce roman, ça fait déjà un bon moment qu'ils sont arrivés à Jacksonville, nos personnages, et on va un peu avoir l'aperçu du vécu en Italie à travers des flashbacks, et j'ai pas trop accroché cette façon dont c'était amené. J'aurais vraiment préféré qu'on soit d'abord en Italie, qu'on voie un petit peu les choses terribles qui s'est passées, et qu'après on arrive à Jacksonville et on voit les différentes relations, comment elles vont se tisser par la suite. Voilà. Pour ce que j'ai à dire, c'est une histoire qui a beaucoup de potentiel, mais voilà, j'en ressens assez mitigé. J'ai passé un bon moment, j'ai eu envie de savoir tout du long ce qui allait se passer, mais je pense que c'était encore un chouïa trop maladroit et ça aurait pu être travaillé avec un peu plus de profondeur. Décidément, je suis vraiment très déçue par les derniers livres que j'ai lus de chez Corrigan, parce que je n'ai pas du tout aimé ce service de presse qui est Le Sanctuaire de l'ombre de Aurora Asher. Encore une fois, je trouve que c'est un livre qui est mal classifié. Il est marqué à partir de 12 ans sur Amazon par exemple. Et enfin, il y a au moins 200 pages de sexe là-dedans. Enfin bref, voilà. Ne mettez pas ce livre dans les mains d'un jeune de 12 ans, clairement. Alors ici, on est dans une romantaisie avec beaucoup de magie, d'amitié, de romance, plus de romance. L'histoire est censée se dérouler dans le milieu du cirque. On y suit Haro, une jeune femme qui a vu sa famille de prophétesses, je crois que ce sont, dans mes souvenirs, décimée, et elle est la dernière des dernières. Pour survivre, elle va travailler dans un cirque et elle va se faire passer pour une voyante, parce que c'est une super bonne couverture pour pouvoir justement passer de façon anodine et cacher sa véritable nature. Un jour, elle va être confrontée à
une créature, une personne, spectre qui s'appelle Spectre, qui va être captif dans ce cirque. Et pour qu'on évite de lui faire du mal, elle va négocier un petit peu avec son patron pour discuter avec lui, travailler avec tout ça. Et il y a une relation qui va se tisser entre les deux personnages. Je vais commencer par vous dire ce que j'ai un peu apprécié, c'est l'introduction de l'univers du cirque. Même si je trouve que l'introduction de l'univers du cirque est présente que dans les premiers chapitres, après le cirque est complètement oublié. Et on a une plume simple qui se lit vite. Voilà, ça c'est ce que j'ai globalement apprécié dans ma lecture, ça se lit super vite. Par contre, il y a en fait beaucoup de choses que j'ai pas aimé du tout. Je lui ai mis un 2 étoiles à ce livre. C'est le smut. C'est vraiment trop nombreux. La relation est pas du tout slow burn. C'est-à-dire que d'ici, vous avez au moins ça de smut dans l'histoire. C'est-à-dire 50% de smut et le reste, vous avez l'intrigue. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a énormément dérangé. De ce fait, est-ce que l'univers est développé? Il ne peut pas être développé avec autant de smut qui développe trop vite. La romance, c'est un coup de foudre. Je déteste les romances coup de foudre. Ça va beaucoup trop vite et je n'ai du coup pas du tout ressenti d'alchimie entre Harrow et Spectre. Et puis je m'attendais à ce qu'on ait l'aspect du cirque qui soit beaucoup plus développé, beaucoup plus mis en avant et ce n'est pas le cas. Après, je pense que Harrow, c'est une protagoniste qui a du potentiel, qui peut être intéressante, mais son histoire, sa façon d'être, tout ce qui la concerne est assez mal exploité. Quel est réellement son âge, on manque d'infos sur sa famille, son passé, le danger qu'elle court, tout ça reste encore très flou même après avoir terminé ce premier tome. Et après moi j'ai pas réussi à prendre le personnage de Spectre au sérieux, parce qu'un spectre qui s'appelle Spectre, mais c'est juste pas écrit de la même façon, non. Voilà. Et puis du coup c'est pareil, les scènes entre les personnages, je me suis imaginé de ces trucs, enfin bref, j'ai pas aimé. Mais toutefois, si vous l'avez lu, j'espère que ça a mieux matché que moi de mon côté. J'ai enfin lu La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, et en vous présentant ce livre, je ne peux que penser à mes très chères amies Émilie de la bibliothèque d'Emilia et Aurélie de Livromancienne. Un peu plus Aurélie puisque c'est elle qui m'a acheté ce tome. Enfin, elle l'a acheté. Elle m'a acheté le collector pour pas que je le loupe et puis je lui ai remboursé après. Mais voilà, c'est elle qui allait me le chercher à la FNAC. Donc, parce que j'étais à la bourre et que je trouvais plus le collector de partout et que je voulais pas le format un petit peu fluffy du brochet qui s'abîme avec le calque. Et donc, voilà, j'ai fait honneur à mes copines en lisant La vie invisible d'Adi Larue, qui a été une très bonne lecture. Je lui ai mis genre un 4,8 sur 5, quoi. Donc, voilà. Ça frôle le 5 étoiles et je vais vous dire pourquoi justement je lui ai pas mis le 5 étoiles. Alors on est vraiment dans une histoire assez contemplative, mais racontée avec beaucoup de poésie, qui va traiter d'une malédiction, de l'immortalité, de la solitude, de l'art, de la mémoire, avec une romance en fond. Et franchement, c'était vraiment très chouette. On va suivre une jeune femme qui a voulu éviter un mariage imposé par sa famille, et suite à cela, elle va passer un pacte avec le diable en croyant traiter avec les bons dieux. Et la façon dont elle va formuler le pacte, ça va impacter tout le reste de son existence. Elle pourra vivre une multitude d'expériences, elle pourra faire ce qu'elle veut, voyager, rencontrer des gens, mais personne ne se souviendra d'elle et personne ne se souviendra de son nom. Elle va donc traverser les époques, mais seule, dans une solitude qui est très difficile à vivre au quotidien, mais notre très chère Adi est pleine de ressources et va réussir à s'en sortir. Mais un jour, elle va pénétrer dans une librairie et les choses vont évoluer. Et pour la première fois après 300 ans, un homme se souviendra d'elle. Pas forcément dans les circonstances les plus fun, mais quelqu'un va se souvenir d'elle et cela pourra modifier un petit peu le cours de son existence et peut-être enlever un petit peu de la monotonie. Franchement, c'était très chouette. On a une écriture, une plume qui est absolument magnifique, qui est politique et qui va vous transporter au travers des âges tout en vous donnant énormément d'émotions. Vous allez ressentir
ce que vit Adi, à quel point c'est dur, mais à quel point ça peut être beau aussi. On a un univers qui va prendre son temps, qui va nous dépeindre les différentes époques, qui va nous montrer l'art, et un art assez particulier qui est très représentatif d'Adi. On vit vraiment la mélancolie que peut vivre notre héroïne. Les personnages se développent avec le vécu qui est incroyable d'Adi, mais on a aussi d'autres personnages qui vont rentrer en compte et qui vont avoir également un vécu, une histoire, des flashbacks liés à eux-mêmes. Et c'était très intriguant, c'est des personnages auxquels je me suis beaucoup attachée. C'est une lecture qui fait réfléchir. Clairement, quand vous lisez ce livre, vous ne pouvez pas faire autre chose que réfléchir sur la vie, sur l'impact des mots au quotidien, sur le fait de vivre certaines choses avec vos proches. Voilà, franchement, j'ai adoré. Il y a juste un petit problème, la fin. Je suis frustrée par cette fin. Elle ne me convient pas. C'est le genre de fin que j'aime pas. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Je ne veux pas vous la spoiler, la fin, si vous n'avez pas lu. Mais franchement, voilà. J'ai adoré le personnage d'Adi, qui est fort, qui est combatif, qui est intelligent. J'ai adoré le personnage d'Henri, qui est la personne qui se souvient d'elle et qui a des valeurs incroyables. Le diable, mais il est incroyable ce personnage. Il est passionnant. Enfin bref, je comprends vraiment la hype autour de ce récit et je suis contente de l'avoir découvert. J'ai enfin terminé la saga The Cursebreaker avec Un serment si noble et funeste de Brigitte Kimmerer et j'ai adoré ce 3e tome. Alors, pour rappel, dans le premier tome, Un sort si noir et éternel, on y suit Harper, une jeune fille de notre monde qui possède un petit handicap et qui va être enlevée en voulant sauver une jeune femme et elle va se retrouver dans un monde où elle va être prisonnière et on se retrouve dans une espèce de réécriture de La Belle et la Bête avec tout le côté malédiction et ainsi de suite. Après, l'histoire évolue, mais je ne peux pas vous en dire plus. Alors ici, on est vraiment dans une fantaisie avec beaucoup de romance, de la magie, on a la guerre qui plane, on a toujours ce côté malédiction, royauté, handicap, contre-visité qui est juste extraordinaire. J'ai vraiment aimé retrouver les personnages de cette trilogie. J'ai aimé avoir les 4 points de vue qui sont développés, puisque dans le tome 1, on avait le point de vue de 2 personnages en particulier. Dans le tome 2, ces 2 personnages étaient toujours présents, mais on avait surtout 2 autres personnages qui étaient mis en avant. Et dans ce tome 3, en fait, on a vraiment tous les points de vue qui sont réunis. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Ça rajoutait une dualité au sein des intrigues que l'on connaît précédemment et ça rajoutait quelque chose de beaucoup plus nuancé et c'est ça que j'apprécie puisque quand il y a des conflits, quand il y a des problèmes, tout n'est jamais noir, tout n'est jamais blanc, c'est vraiment plein de nuances de gris et généralement quand il y a des disputes, voilà, ça vient souvent des 2 côtés. J'ai trouvé l'histoire prenante, remplie de complexité, de magie. Je suis hyper attachée à tous les personnages. J'ai trouvé la fin hyper sympathique, même si je trouve que celle-ci est un chouïa trop facile et qu'elle aurait pu être abordée avec un peu plus de complexité au vu de certaines résolutions. On a de la diversité, une diversité qui est hyperbement bien mise en avant parce que, comme je vous ai dit, il y a la thématique du handicap qui est superbement traitée, mais on a aussi des choses liées aux différentes classes sociales, dues au peuple. Vous verrez que si vous avez lu cette histoire ou si vous allez la lire, tout le monde dans le royaume n'est pas logé à la même enseigne ou même dans les différents royaumes, ce qui pose des problèmes. Et on a de la diversité au niveau LGBT et ça c'est vraiment très chouette également, ce qui fait que tout le monde peut s'y retrouver un petit peu dans cette histoire. Voilà, après, j'ai passé un bon moment, mais j'ai eu la sensation à la fin de ce tome 3 que certaines de mes questions n'avaient pas eu de réponse et c'est un petit peu dommage. Concernant les personnages, il y a le personnage de Ren
Donc c'est un personnage prépondérant du premier opus qui m'a un petit peu déçue dans ses agissements par le passé et qui aujourd'hui m'a un peu plus touchée par son vécu, même si je n'excuse toujours pas certains de ses agissements. Harper, c'était notre héroïne qui avait été enlevée dans le tome 1 et qui débarque dans le royaume. Je la trouve incroyable. Elle est porteuse d'un handicap, mais c'est pour moi l'héroïne la plus forte, l'héroïne qui a beaucoup de générosité. Je trouve que cette jeune femme, c'est vraiment une force de la nature. Grey, qui était le garde de reine dans le tome 1. Je vous parlerai toujours au niveau du tome 1. Et jamais par rapport au tome 2 pour pas spoiler. C'est un personnage que j'adore. Franchement, je l'adore. Et je le trouve juste comme personnage, vraiment. Et après, on a une héroïne qui apparaît seulement dans le tome 2. On l'appelle Yamara. Et elle, je la trouve un peu fade face aux autres personnages. Mais voilà, ça c'est mon ressenti un peu perso. Je trouve qu'elle apporte un peu moins de nuances. Mais en tout cas, moi qui match moins avec le young adulte, je trouve cette trilogie pleine de qualité. Pour clôturer cette update lecture qui m'a l'air d'être pas mal long, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous, il s'agit du coup de The Forbidden Soldier, une petite romance historique de Erin Graham que j'ai reçue en service de presse de la part de Addictive. À force de parler, j'ai plus de salive, j'arrive plus à poser mes idées. Heureusement que je note toujours tous mes ressentis dans mon petit carnet. Ici, vous êtes dans une romance qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec un petit chemin de retrouvailles. On va y suivre Eugénie, une jeune femme qui a grandi pendant l'adolescence avec tous deux avaient déjà des sentiments à l'époque, mais du jour au lendemain, Ludwig a quitté la France et il a rejoint son oncle en Allemagne. Plusieurs années se sont passées, aujourd'hui on est en 1942 et Eugénie est devenue chanteuse, elle vit à Paris, elle travaille dans une espèce de bar, un cabaret où il y a aussi des femmes qui vendent leurs services pour leur corps et tout ça. Elle vit vraiment de la musique et tout ça. Et elle et ses frères font partie de la résistance. Et un jour, Ludwig va revenir en France sur le territoire, mais cette fois-ci en tant qu'officier de l'armée allemande, avec son oncle qui est plus haut gradé. Et disons qu'ils vont faire partie des Allemands qui occupent Paris. Il y a les bombardements, il y a beaucoup de choses. Et ils vont se retrouver du coup avec Eugénie, sauf qu'ils ne sont plus du tout dans le même clan. Eugénie, elle ne veut pas forcément être vue avec cet officier allemand. Ludwig n'est plus du tout le même homme, il a changé. Et ces retrouvailles vont être plus que compliquées dans cette atmosphère assez sombre, sachant que il y a beaucoup de secrets, que ce soit du côté de Ludwig comme du côté d'Eugénie, et beaucoup de non-dits qui vont leur faire énormément de mal. Alors, j'ai passé un très bon moment avec cette romance historique. Comme d'habitude, on a une plume fluide et addictive avec Erin Graham qui va mettre en avant un amour plein de dualité. Mais ça, c'est normal que l'amour soit plein de dualité au vu de ce que vivent nos personnages. Et on a toutes les problématiques liées à la guerre qui sont décrites et forcément ça ne peut pas vous laisser insensible. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a une intrigue qui va vraiment au-delà de la romance parce que la guerre c'est difficile. On a vraiment l'aspect résistance qui se développe, se met en place. On a plein de petites références historiques, de choses que vous avez dû voir en cours d'histoire lors de vos études générales. On a cette ambiance qui est prenante. On sent que la vie, elle est vraiment incertaine pour tout le monde, que tout peut basculer et que l'on peut mourir à chaque instant. Toutefois, l'aspect retrouvailles entre les personnages, pour moi, elle aurait dû être un peu moins facile. J'ai eu la sensation que ça allait un peu rapidement, pour cette partie du roman du moins. Et pour l'autre partie du roman, il m'a manqué un petit truc, mais vous savez, quand vous lisez un livre, des fois vous avez ce petit truc que vous n'arrivez pas à définir. Et ben là, c'est exactement ça. J'ai lu l'histoire, j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, j'ai adoré les deux personnages, surtout celui d'Eugénie qui est vraiment une femme forte, indépendante, qui mâche pas ses mots. Ludwig, lui, c'est différent, j'ai eu envie de le secouer à
plus d'une reprise, mais malgré tout ça, bah en fait, je suis ressortie de ma lecture en me disant ouais, j'ai passé un très bon moment, mais il me manque un petit truc, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Voilà. Enfin bref, de toute façon, avec tous les romans d'Erin Graham, je passe toujours de bons moments et je suis vraiment contente d'avoir lu celui-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de petites romances historiques et j'adore les romances qui se passent pendant la guerre. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture. Enfin, ce sera tout. Heureusement qu'il se termine là, ça doit être un peu long pour vous. Si vous êtes arrivé en bout de cette vidéo, vous êtes des warriors, hein, déjà. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs en commentaire parce qu'on a terminé par une petite romance. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés dans cette vidéo, s'il y en a qui vous intéressent. N'hésitez pas à me dire lesquels vous intéressent, justement. Et moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!